Bonjour et bienvenue pour cette introduction au chapitre 18, espace vectoriel et applications linéaires. J'aimerais commencer cette introduction en vous donnant plein d'exemples d'ensembles, d'où nous verrons qu'ils ont des propriétés communes malgré les apparences. Voici 10 ensembles, l'ensemble des polynômes, tous les polynômes quel que soit leur degré. Je vous rappelle que le polynôme nul, qui a tout x associé 0, a pour degré moins l'infini, que les polynômes constants, par exemple le polynôme qui a tout x associé 3, a pour degré 0, et puis un polynôme avec des x comme 2x plus 7 a pour degré 1, etc. Ensuite, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. R3 de x. Pourquoi pas les polynômes de degré exactement égal à 3, mais inférieur ou égal à 3? Parce que comme ça, si j'ajoute deux polynômes de R3 de x, je suis sûr d'avoir un polynôme de R3 de x. Par exemple, le polynôme x au cube moins 2x au carré plus le polynôme moins x au cube donne le polynôme moins 2x au carré qui est de degré 2 et qui donc est bien de degré inférieur ou égal à 3. Puis l'ensemble des suites, toutes les suites réelles. Et puis un sous-ensemble de l'ensemble des suites qui ont une limite finie qui est 0. C'est-à-dire telle que limite de un égale 0. Ensuite, nous voyons l'ensemble des matrices à N lignes et P colonnes. Je vous rappelle que je ne parlerai jamais de l'ensemble des matrices en général, et toujours de l'ensemble des matrices qui ont une forme particulière, c'est-à-dire un nombre de lignes et de colonnes fixées. Un cas particulier, l'ensemble des matrices carrées d'ordre n, noté Mn de R. Et un autre cas particulier, l'ensemble des vecteurs lignes avec n colonnes, c'est-à-dire M1 n de R, dont la somme des éléments vaut 0. Enfin, l'ensemble des fonctions de R vers R, toutes les fonctions, qu'elles soient continues ou pas, dérivables ou pas, toutes les fonctions de R vers R. Ensuite, un sous-ensemble de cet ensemble, les fonctions qui sont de classe C2, dont la dérivée seconde est continue. Et puis enfin, un autre cas particulier, l'ensemble des fonctions de R vers R qui vérifie f de 17 égale 0, 17 est une valeur arbitraire. Quel est le point commun entre tous ces ensembles? Eh bien, c'est que si je regarde une écriture comme par exemple grand X égale 2 grand A moins grand B plus pi fois grand C, c'est-à-dire une combinaison linéaire de A, B et C. Je vous rappelle qu'une combinaison linéaire, ça veut dire un nombre réel fois un élément plus un autre nombre réel, ici plus moins 1 fois B, plus un nombre réel, ici pi fois C. Cette combinaison linéaire peut être calculée si ABC appartient à un de ces 10 ensembles, et le résultat, grand X, est également un élément de l'ensemble en question. Je ne vais pas voir le cas des 10 ensembles. Si je prends par exemple l'ensemble des suites qui convergent vers 0, si grand A est une suite qui converge vers 0, qu'on note en général UN, si grand B est une autre suite qui converge vers 0, par exemple Vn, et si grand C est une troisième suite qui converge vers 0, Wn, alors grand X est une suite qui est définie par, pour tout n, le terme de rang n, c'est 2 fois un moins vn plus pi fois wn. Et la limite de cette suite grand X, c'est 2 fois la limite de A qui est par définition 0, donc 2 fois 0, moins 0, plus pi fois 0, c'est également 0. Et donc grand X est également une suite qui converge vers 0. Vous pouvez faire un raisonnement similaire avec tous les ensembles qui sont là. Et vous constaterez que ça marche, c'est-à-dire que grand X est bien à chaque fois calculable et de plus un élément de l'ensemble dont vous êtes parti. Alors, l'idée, c'est que le fait
que pour tous ces ensembles et bien d'autres, nous puissions calculer des combinaisons linéaires d'éléments de l'ensemble et que le résultat soit également dans l'ensemble, c'est une propriété qui est souhaitable et qui fait que nous pourrons faire des calculs de façon similaire dans tous ces ensembles. Par exemple, le calcul qui est écrit là, grand X égale 2 grand A moins grand B plus pi grand C, si je ne vous précise pas l'ensemble d'appartenance de grand X, grand A, grand B, grand C, vous ne pouvez pas le deviner. Ça peut être, par exemple, un des 10 ensembles qui sont là, ou même d'autres. Tous ces ensembles, nous les appellerons des espaces vectoriels, et donc la notion d'espace vectoriel est une notion très générale. Plein d'ensembles seront des espaces vectoriels. Ce qu'on attend d'un espace vectoriel, c'est en gros la propriété qu'on a vue là. Et de manière plus détaillée, on veut qu'il y ait une opération qu'on notera plus et qu'on appellera addition, mais qui peut être à part ça quelconque, et qui vérifie des propriétés vérifiées par l'addition usuelle des nombres. Par exemple, 2a moins b plus pi c, c'est égal à pi fois c moins b plus 2 fois grand A. Des propriétés de ce genre-là. Et puis une autre opération qu'on note point et qui souvent n'est pas notée du tout, comme la multiplication, qui multiplie un élément de l'ensemble de mon espace vectoriel par un réel, comme par exemple ici 2 fois A, ou bien moins 1 fois B, ou bien pi fois C. Alors l'idée c'est que si on a un ensemble, par exemple un des 10 ensembles qui sont là, muni de deux opérations qui sont l'addition de deux éléments de l'ensemble et la multiplication par un réel, remarquez que c'est bien le cas pour les 10 ensembles qu'on a là. Par exemple un polynôme, on peut ajouter deux polynômes et on peut multiplier un polynôme par un nombre réel et on obtient toujours un polynôme. Si on a donc un plus et un point qui agissent sur les éléments de l'espace vectoriel, alors on pourra faire des calculs. Les éléments de l'espace vectoriel sont appelés des vecteurs. Évidemment, les vecteurs dépendent donc de la nature de l'ensemble. Ici, les vecteurs sont des polynômes. Ici, les vecteurs sont des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Ici, les vecteurs sont des suites. Ici, les vecteurs sont des suites qui convergent vers 0, etc. Pour ceux qui ont vu les vecteurs avant le bac, les vecteurs étaient un cas particulier de vecteurs au sens où nous l'entendons aujourd'hui, un cas particulier que nous n'étudierons pas spécialement, parce qu'ils ne sont pas au programme. Quand nous utiliserons le mot vecteur, c'est pour désigner les éléments d'un espace vectoriel, et donc un vecteur pourra aussi bien être un polynôme qu'une fonction de R vers R, ou qu'un vecteur ligne, ou un vecteur colonne, comme nous le verrons. Si je prends la série de calculs suivants, l'idée c'est que, quel que soit l'ensemble d'appartenance de A, B, C, D, E et X, le calcul pourra être fait tant que cet ensemble est un espace vectoriel. Par exemple, je pourrais calculer C égale à plus B, que A et B soient des polynômes ou des suites ou des vecteurs lignes. Je pourrais calculer grand D égale 2A moins 3B, c'est-à-dire pour être précis 2A plus moins 3B si on veut vraiment le voir comme une combinaison linéaire de A et B. Et puis ensuite je peux calculer grand E égale moins C plus 5D. Je remplace C et D par leur valeur. Je vous rappelle que l'égalité en mathématiques veut dire qu'on peut remplacer partout, et quelles que soient les circonstances, un objet mathématique par un autre qui lui est égal. Et donc je peux remplacer grand C par grand A plus grand B, bien sûr en mettant des parenthèses pour préserver le sens du calcul. Et de même, je peux remplacer grand D par 2 grand A moins 3 grand B, en mettant des parenthèses.
moins C, et donc une abréviation de moins 1 fois C, comme moins 3B était une abréviation de plus, moins 3 fois B. Et ensuite, je veux pouvoir réellement calculer, c'est-à-dire simplifier le calcul. Et on va regarder de quel genre de règles on a besoin pour ça. Je veux pouvoir passer de moins, entre parenthèses, A plus B à moins A moins B. Et puis je veux passer de 5 fois 2A moins 3B à 5 fois 2A plus 5 fois moins 3B. Et en général, si petit a est un réel et grand A et grand B sont des vecteurs, des éléments de mon espace vectoriel, que ce soit donc des polynômes ou des suites ou des fonctions ou autre chose, je veux que petit a fois grand A plus grand B soit égal à petit a fois grand A plus petit a fois grand B. C'est ça qui me permet de passer de cette ligne-là à celle-là. Ensuite, 5 fois 2A, j'aimerais le remplacer par 10A, et de même 5 fois moins 3B par moins 15B. Et là, la règle dont j'aurais besoin, c'est que si petit a, petit b sont des réels, et grand C est un vecteur, petit a fois petit b grand C, c'est égal à petit a fois petit b fois grand C. Autrement dit, j'ai le droit de calculer d'abord 5 fois 2 pour obtenir 10, et ensuite le multiplier par grand A dans cet exemple. Ensuite, je veux pouvoir rassembler mes calculs, c'est-à-dire dire que moins A moins B plus 10A moins 15B, déjà je peux l'écrire moins A plus 10A moins B moins 15B. Et puis je vais pouvoir dire surtout que moins A plus 10A, c'est 9A. Donc de quoi j'ai besoin pour ça? J'ai besoin de la commutativité, c'est-à-dire du fait que A plus B est égal à B plus A pour tout vecteur A et B. C'est ce qui me permet de permuter mes additions. Et puis j'ai besoin de pouvoir mettre grand A en facteur, quand j'ai petit a fois grand A plus petit b fois grand A, avec toujours A et B, petit a et petit b qui sont des réels, et pouvoir dire que ça c'est A plus B fois grand A, c'est cette règle qui me permet de passer de moins 1 fois grand A plus 10 fois grand A à moins 1 plus 10, 9 fois grand A. Toutes ces règles du calcul me permettent également de résoudre des équations. Par exemple, si j'ai à résoudre l'équation d'un connu x, grand X plus grand E égale grand A, avec donc grand X, grand E et grand A qui sont des vecteurs, alors je peux ajouter moins 1 fois E, moins E, à gauche et à droite de mon signe égal, et j'obtiens grand X plus E plus moins E, c'est-à-dire grand X plus 0 fois E, 1 plus moins 1 qui fait 0, égale à moins E. Si de plus, je suppose que 0 fois E donne un vecteur que je noterai également 0, mais qui n'est pas le réel 0, mais le vecteur 0, alors je pourrais dire que grand X égale grand A moins grand E, si bien sûr ce vecteur 0 vérifie cette propriété que je recherche, que grand X plus 0 égale grand X. Et donc on a pu résoudre l'équation, il suffit maintenant de calculer grand A moins grand E pour avoir la valeur de grand X. Tous ces calculs ne posent en soi aucun problème, ce qui fait la force de la démarche, c'est que grand A, grand B, grand C, etc. maintenant sont des vecteurs. C'est-à-dire que tous les calculs qui sont faits là peuvent être faits que grand A, grand B, grand C soient des polynômes de graphe égal à 3, des suites qui vont avoir 0, des matrices quelconques, des matrices carrées, des vecteurs lignes dont la somme des éléments fait 0, des fonctions dérivables deux fois et dont la dérivée seconde est continue, des fonctions dont l'image de 17 est 0, et encore bien d'autres. Et donc je pourrais faire des raisonnements qui seront applicables directement à plein de situations a priori extrêmement différentes. Et c'est ça la force des espaces vectoriels, c'est qu'on va pouvoir établir des théorèmes très très généraux qui s'appliqueront dans tous ces cas et encore d'autres. Mais attention, ces raisonnements généraux s'appliqueront quand nous avons des espaces vectoriels et tout n'est pas un espace vectoriel. Pour insister là-dessus, je vous donne quelques exemples. L'ensemble des suites géométriques, par exemple, qui est un sous-ensemble des suites, ce n'est pas un espace vectoriel car la somme de deux suites géométriques n'est pas forcément une suite géométrique.
Et on veut que l'addition de deux vecteurs soit un vecteur du même ensemble. Si je prends la suite géométrique, par exemple 1, 2, 4, 8, 16 de raison 2, et puis la suite géométrique 1, 3, 9, 80, etc. de raison 3, et que je les ajoute, j'obtiens la suite 1 plus 1, 2, 2 plus 3, 5, 4 plus 9, 13, 1, 5, 13, etc. qui n'est pas une suite géométrique, car pour aller de 1 à 5, je multiplie par 5, tandis que pour aller de 5 à 13, je ne multiplie pas par 5. L'ensemble des vecteurs lignes avec n colonnes dont la somme des éléments vaut 1, et non pas 0, n'est pas un espace vectoriel. Alors une raison, c'est que le 0 des vecteurs lignes, c'est le vecteur 0, 0, 0, 0. La somme de ces éléments ne fait pas 1, et donc ce n'est pas un élément de cet ensemble. Une autre raison, c'est que si j'ajoute deux vecteurs lignes dont la somme des éléments vaut 1, j'obtiens un vecteur ligne dont la somme des éléments vaut 2, qui ne fait pas partie de l'ensemble également. L'ensemble des polynômes de degré exactement 3 ne forme pas un espace vectoriel. Là encore, le 0 des polynômes, le polynôme nul n'est pas de degré 3, c'est une manière de le voir. Une autre manière de le voir, c'est que si j'ajoute le polynôme x au cube et le polynôme moins x au cube, j'obtiens le polynôme nul qui n'est pas de degré 3. Enfin, l'ensemble des fonctions de R vers R qui vérifient f de 17 égale 3 ne forme pas non plus un espace vectoriel. Là encore, la fonction nulle n'en fait pas partie. Ou encore, si j'ajoute deux éléments de cet ensemble, j'obtiens une fonction dont l'image par 17 est 3 plus 3, 6, et qui n'est donc pas un élément de l'ensemble. Cette histoire de 0 qui appartient ou pas à l'ensemble est importante. J'aimerais clarifier ce qu'est le 0 pour les ensembles que nous avons vus précédemment. Le 0 des polynômes, c'est le polynôme nul. C'est-à-dire que c'est le polynôme qui, à tout x, associe 0. Ça veut dire que si on considère un sous-ensemble des polynômes, si on veut que ce soit un espace vectoriel, il faudra impérativement que le polynôme nul en fasse partie. Le 0 des suites, c'est la suite nulle. La suite qui vaut 0 pour tout n. Là encore, si on considère des suites particulières, par exemple des suites dont la limite vaut 0, si on veut que ce soit un espace vectoriel, il faudra au minimum que le 0 des suites, que la suite nulle en fasse partie. Le 0 des matrices n ligne et p colonnes, c'est la matrice notée 0 indice np qui ne contient que des zéros, vous le savez déjà, et le 0 des fonctions de R vers R et la fonction nulle. Vous remarquerez que au niveau de la terminologie, au niveau des mots utilisés, le vocabulaire est très systématique. On a le polynôme nul, la suite nulle, la matrice nulle, la fonction nulle. Alors, pour prouver qu'un ensemble est un espace vectoriel, il faut prouver que le plus et la multiplication par un réel présentent ces propriétés. Histoire d'être un petit peu plus précis, regardons le cours. On veut donc avoir un ensemble E qui est muni d'une loi plus, tel que deux éléments, c'est-à-dire deux vecteurs de E appartiennent à E, et d'une loi point ou multiplié, tel que n'importe quel réel lambda fois un vecteur soit un vecteur du même ensemble. Mais on veut également toutes ces propriétés. Alors il y en a beaucoup, on les a déjà un petit peu rencontrées. Regardons-les, vous verrez qu'il y en a beaucoup, mais pour la plupart elles sont très naturelles. Par exemple, on veut que x plus y égale y plus x pour tout x et y vecteur. Par exemple, si on considère l'espace vectoriel des polynômes, la somme de deux polynômes p plus q est égale à la somme de deux polynômes q plus p. On veut que la somme puisse se faire dans l'ordre qu'on veut. Ces deux lois réunies permettent d'ajouter x, y et z absolument dans l'ordre qu'on veut, en ajoutant par exemple d'abord x et z et puis y. On veut qu'il y ait un élément 0, d'où l'importance de ce polynôme nul, suite nulle, etc.
Et cet élément 0, on veut qu'il ait le même comportement que le 0 des nombres, c'est-à-dire on veut qu'un vecteur x plus le vecteur 0 donne le vecteur x. Et puis on veut que tout élément ait un opposé, noté moins x, et cet élément sera toujours moins 1 fois x. On veut que 1 fois x soit égal à x. Et puis on veut ces deux propriétés que nous avions vues, on veut pouvoir factoriser par un nombre réel, par exemple 2 fois x plus y, on veut pouvoir l'écrire 2x plus 2y, ou dans l'autre sens factoriser le 2. Et puis on veut pouvoir factoriser tout vecteur, c'est-à-dire que si j'ai 2 plus 3 fois x, je peux l'écrire 2 fois x plus 3 fois x. C'est-à-dire mettre le x en facteur. Enfin, comme on l'avait vu également, on veut que par exemple 2 fois 5a, on puisse l'écrire 2 fois 5 fois a, c'est-à-dire 10a. Ça fait beaucoup de propriétés à vérifier. La bonne nouvelle, c'est qu'en pratique, vous aurez très rarement à vérifier ces propriétés parce que vous aurez souvent à montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel, mais est un espace vectoriel qui est un sous-ensemble d'un espace vectoriel déjà connu. Par exemple, ici, si vous admettez que l'ensemble des polynômes forme un espace vectoriel, vous aurez beaucoup moins de propriétés à montrer pour montrer que l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3 est également un espace vectoriel parce qu'il est inclus dans l'ensemble des polynômes. Pareil, l'ensemble des suites forme un espace vectoriel et donc l'ensemble des suites qui convergent vers 0, qui est un sous-ensemble de l'ensemble des suites, vous aurez beaucoup moins de propriétés à prouver pour montrer que c'est un espace vectoriel. De même, l'ensemble des matrices alignées P colonnes est un espace vectoriel et l'ensemble des matrices carrées est un sous-ensemble de cet espace, l'ensemble des vecteurs lignes de l'ensemble des éléments de 0 est un sous-ensemble de cet espace. Et donc pour montrer que c'est des espaces vectoriels, là encore, ce sera beaucoup plus simple. Idem pour les fonctions de classe C2 et les fonctions de réaction f(7 égale 0. Ces deux ensembles sont des sous-ensembles des fonctions de R vers R. Alors, comment fera-t-on pour montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel? Si on sait qu'il est inclus dans un espace vectoriel F, on aura juste à prouver deux choses. Que si on prend un élément de cet ensemble E et qu'on n'utilise pas un réel, on est toujours dans E. Et si on prend deux éléments de E et qu'on les ajoute, on est toujours dans E. En particulier, avec petit a qui vaut 0, il faudra avoir 0 fois grand A, c'est-à-dire le 0 de l'ensemble F, qui est un élément de E. Et c'est tout ce qu'on aura à montrer. Par exemple, en admettant que l'ensemble des polynômes forme un espace vectoriel, pour prouver que l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3 forme un espace vectoriel, tout ce que j'ai à montrer, c'est que si je prends un polynôme de degré inférieur ou égal à 3 et que je le multiplie par un nombre, j'ai toujours un polynôme de degré inférieur ou égal à 3, ce qui est vrai. Et si j'ajoute deux polynômes de degré inférieur ou égal à 3, j'obtiens également un polynôme de degré inférieur ou égal à 3, ce qui est vrai. Et donc, simplement, en montrant ces deux choses, j'ai montré que cet ensemble est un espace vectoriel. Pareil pour, par exemple, l'ensemble des suites qui convergent vers 0. Si je prends une suite qui converge vers 0 et que je multiplie tous ces éléments par un nombre, c'est-à-dire que je calcule par exemple 3 fois la suite, j'obtiens une suite qui converge également vers 0. Et si j'ajoute deux suites qui convergent vers 0, j'obtiens également une suite qui converge vers 0. J'ai donc démontré, dans la mesure où c'est un sous-ensemble de l'ensemble des suites qui est un espace vectoriel, que cet ensemble des suites qui convergent vers 0 est aussi un espace vectoriel. Allez, un troisième exemple, l'ensemble des fonctions de R vers R qui vérifie f de 17 égale 0 est un sous-ensemble de l'ensemble des fonctions de R vers R. Si j'admets que l'ensemble des fonctions de R vers R est un espace vectoriel, pour prouver que cet ensemble-là est un espace vectoriel, tout ce que j'ai à faire, c'est de constater que si je calcule lambda fois f avec f de 17 qui vaut 0, j'obtiens une fonction dont l'image par 17 est lambda fois 0, 0 qui appartient donc bien à l'ensemble. Et si j'ajoute deux fonctions f et g qui vérifient f de 17 égale 0, g de 17 égale 0,
j'obtiens une fonction dont l'image par 17 est également 0. Et donc, j'ai montré que l'ensemble des fonctions de R vers la variation f de 17 égale 0 est un espace vectoriel. Voilà qui termine cette introduction. Donc, les points essentiels à retenir. Un espace vectoriel peut être plein d'ensembles qui sont a priori de nature très différente, des polynômes, des suites, des matrices, des fonctions et plein d'autres. Mais tous ces ensembles auront une propriété commune qui est la manière de calculer, c'est-à-dire que tous ces ensembles disposeront d'une addition et des multiplications par un réel, qui fait que nous pourrons faire par exemple tous les calculs qui sont là, et comme nous le verrons, bien d'autres, et établir des théorèmes très généraux qui s'appliqueront directement à plein d'ensembles très différents. Bonne journée.